plus grand tournoi majeur de jeux de combat. Et c'est trop fou que ça se déroule chez nous. Je suis trop fière, trop contente. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion pour interviewer des joueurs, pour savoir s'ils utilisent une manette, un stick arcade, ou bien on est dans les sticks. I went with a controller just because I've been playing with one since I was a kid. So that's the only thing I feel comfortable playing with. The controller here, a regular default pad. Okay. Do you play with a joystick or with this? I play with the D-pad. Yeah, this is weird to me. It feels odd, but some people do. But me, I love the directional buttons. But because of that, I break my controllers a lot. Like the buttons wear out. How many controllers do you use every year? Probably about like 10. 10 controllers? Yeah. Yeah. It's $70 each? Yeah. Do you play with the joystick or the D-pad? D-pad, I cannot. The analog is so disgusting on PlayStation controllers. So Kudelka told me that she had to switch 10 times for the pad every year. What is your frequency? I actually don't switch pads too much. Yeah, I only really switch pads when I throw them when I get angry. But usually if I don't throw my pad, I've had like, in the past from like 2017 to 2019, I use like one pad. So I could keep a pad for a few years. Pourquoi leur manette casse aussi rapidement? Si vous êtes un joueur occasionnel, vous serez peu exposé à ce problème, voire jamais. Mais ceux qui sont dans la boucle du gaming plus profondément, cela peut arriver plus vite qu'on le voudrait. Dans le cas des jeux de combat, et pour les joueurs qui l'utilisent, le D-pad est la partie la plus sollicitée sur une manette. Pour comprendre pourquoi cette partie casse si facilement, intéressons-nous plus en détail. D-pad, Direction Pad ou croix directionnelle. Situé sur la gauche d'une manette avec un assemblage d'autres pièces. Cela permet de générer une action en appuyant sur une des extrémités de la croix directionnelle, donc 4 actions possibles. Le D-pad est habituellement utilisé pour générer des actions de déplacement, donc respectivement haut, droite, bas, gauche. Les actions du D-pad sont numériques comme un bouton, activé ou au repos, 0 ou 1. Les joysticks sont également utilisés pour des actions de déplacement, mais sont analogiques, donc avec une amplitude de valeur plus élevée. Par exemple, de 0 à 1024. Cela permet d'aller en avant en marchant, trottinant ou courant. S'il y a un assemblage de pièces, c'est parce que la croix directionnelle ne peut pas fonctionner toute seule. Il faut des boutons pour créer des actions. La croix directionnelle va venir appuyer sur ces boutons qui vont convertir l'appui physique en action numérique. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui va se passer si on appuie à gauche et à droite simultanément, ou en haut et en bas? Pour éviter cela, on utilise un pivot en dessous de la croix directionnelle. Une pièce qui va venir se comporter comme une toupie, c'est-à-dire seulement se baisser au niveau de ses extrémités avec les appuis sur la croix directionnelle. Il devient donc impossible de faire deux actions opposées en même temps. C'est ce genre de mécanisme qui est utilisé sur la plupart des manettes, même s'il n'est pas toujours très bien réalisé. Voilà ce qui résume en surface le concept des D-pads. Mais ce n'est pas suffisant pour trouver nos problèmes. Revenons au bouton, la passerelle entre l'appui physique et l'action numérique. Il en existe différents types utilisés pour les manettes. Les membranes en silicone, les dômes métalliques, les interrupteurs de souris ou même les interrupteurs de clavier. Leur fonctionnement est le même, ce n'est pas le cas pour leurs caractéristiques. Le nombre d'utilisations, c'est ce qui va faire la différence entre un D-pad qui peut tenir quelques années contre des décennies. La distance de déplacement, c'est ce qui va définir la réactivité du D-pad. Si ce trajet est trop élevé, les mouvements que devront faire vos doigts seront trop amples, donc peu confortables sur la durée. Avec ces caractéristiques, on peut donc choisir les interrupteurs de souris ou micro-switch comme composant le plus adapté, tant que sa taille n'est pas un problème. Ok, on a nos boutons, maintenant, choisissons le mécanisme de pivot. Il en existe également d'autres, dont un en particulier qui a déjà été utilisé sur quelques manettes, mais surtout des sticks arcade. La différence est que son point de pivot est situé au milieu de la toupie, et non sur la pointe. En conséquence, un appui sur la croix directionnelle va venir déclencher le bouton du sens inverse. L'avantage est que cela règle plus efficacement les incohérences d'appui simultanés, comme le haut et le bas, mais c'est aussi moins compact, donc tant que la place le permet, on peut implémenter cette méthode.
Il nous reste que la stabilisation du D-pad pour qu'il soit stable et non dépendant de la gravité. La plupart des solutions utilisent des membranes en silicone, avec quelques exceptions qui utilisent des ressorts qui sont beaucoup plus durables. Mais peut-on faire mieux? En décembre, donc pendant que je faisais mon premier prototype de manette, j'ai fait du rangement pour mon matériel de drone jusqu'à ce que je prenne un de mes drones et tourne une hélice. Niveau sensation, c'est une roue légèrement crantée, comme une molette de souris en plus doux. Cela vient des moteurs brushless ou moteurs sans brosse, donc sans frottement, grâce à des électroaimants disposés en cercle. Les aimants peuvent agir comme des ressorts ou des élastiques selon la combinaison de polarité. En plus d'avoir une longévité à l'épreuve du temps, dans le cas des aimants néodymes, ils perdent seulement 1% de leur puissance par décennie. Et avec une disposition similaire à un moteur brushless, peut-être que l'on peut retrouver cet effet de roue crantée. Mais pourquoi je veux d'écran pour commencer? Les D-pads permettent bien de faire 4 actions possibles, avec également des actions intermédiaires, les diagonales. Ces diagonales sont plus ou moins importantes selon le type de jeu. Prenons l'exemple des jeux de combat, un genre qui utilise beaucoup les diagonales. Faisons un Hadouken avec Ryu, un mouvement de carte de cercle. Voilà ce que cela donne au joystick. Voilà ce que cela donne au D-pad. Si le mouvement a l'air plus naturel sur le joystick, c'est normal. Ces jeux étaient conçus pour fonctionner sur des bornes d'arcade, donc équipés de joysticks, avec le même type de mouvement que nos joysticks modernes, le même fonctionnement à bit-direction que nos D-pads, le tout avec un retour physique pour mieux sentir ce que l'on fait, sans regarder ses mains toutes les secondes. Les aimants pourraient permettre au D-pad d'avoir la circularité des joysticks modernes et le retour physique des joysticks de borne d'arcade avec des crans. Donc pour résumer, on a des micro-switches pour boutons, un mécanisme de pivot stick arcade et des aimants comme stabilisateurs. Plus qu'à modéliser tout ça. Les micro-switches sont disposés à la verticale pour réduire les zones mortes dans le but d'avoir des diagonales plus constantes. En conséquence, la hauteur globale est allongée de quelques millimètres. Les aimants sont également disposés à la verticale, en polarité répulsive, car cela permet de maintenir le pivot vers le bas et au centre, là où une disposition horizontale va attirer le pivot vers les bords ou juste l'éjecter selon la combinaison de polarité. Le haut du pivot accueille un emplacement interchangeable pour pouvoir mettre plusieurs types de D-pad avec des accessoires. Ces accessoires permettent d'avoir deux modes de fonctionnement, le mode classique, comme un D-pad moderne, et le mode brushless, qui peut fonctionner comme un D-pad moderne, en plus de pouvoir tourner sur lui-même avec un retour physique des aimants. Tout ce mécanisme tient dans un cube de 3 cm3. Voilà à quoi ressemble mon D-pad parfait. Ce prototype est fonctionnel, mais il reste des aspects à améliorer. Peut-être d'autres micro-switches, possibles grâce au Milmax, un pivot métallique, car celui que j'ai imprimé n'a tenu que quelques heures avant de perdre en fluidité, et des matériaux plus durables pour le coffrage. Mais bon, ça fait depuis décembre 2025 que j'essaye, je compte plus tous les prototypes que j'ai ratés, laissons ça pour une autre fois.
Danger. Earth Max. Danger. Ah oui, j'ai testé également une disposition de bouton inspirée du Main GameCube. Donc ça ressemble à un logo Chrome. Le but c'est d'avoir accès à toutes les combinaisons de boutons avec un seul doigt. Par exemple avec une disposition standard on ne peut pas faire triangle et croix ou carré et rond. Donc c'est efficace, mais c'est peu pratique vu que les jeux sont pas prévus pour ça.